J'avais déjà analysé la stratégie de diversion utilisée par les grands médias en long, en large et en travers, dans ma vidéo sur l'affaire Lola, stratégie qui consiste à imposer le silence au nom du respect des familles et à faire des procès en récupération politique pour gagner du temps, en espérant que l'émotion populaire retombe, et que tout le monde oublie les crimes atroces dont les Français sont victimes. Je pensais avoir tout dit sur ce sujet, mais les journalistes et autres experts en sociologie des plateaux télé regorgent de créativité lorsqu'il s'agit de pisser sur la tombe de jeunes blancs morts. On a encore eu droit à ce spectacle d'une indécence infinie après le meurtre du jeune Thomas à Crépol. En plus de l'habituel et immonde procès en récupération politique, on fait maintenant face à de l'inversion accusatoire, où les bourreaux deviennent victimes et inversement, et on doit même supporter une esthétisation de la violence de la part de parfaits dégénérés, mais on en parlera en fin de vidéo. Commençons donc par Patrick Cohen, qui s'est illustré dans une séquence tellement dégueulasse qu'elle a fait l'objet de signalements à l'Arcom. Je vais ici le reprendre point par point, rendre coup pour coup, c'est parti. Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Les jeunes en question sont venus avec des couteaux de 25 cm, dont certains ont été donnés au vigile à l'entrée, qui vient à une soirée pour s'amuser et draguer des filles avec des couteaux de boucher. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, c'est entièrement faux. Le procureur lui-même cite des témoins qui décrivent l'attitude des suspects comme étant malveillante depuis leur arrivée, bien avant l'accrochage dont parle Patrick Cohen. D'après les témoignages recueillis, certains de ces individus observaient les gens danser et faire la fête, sans participer eux-mêmes à la bonne ambiance. Au contraire, leur comportement n'était pas celui qu'on peut attendre dans une telle soirée. Hugo, l'un des participants au bal, raconte par exemple qu'à partir de 23h déjà, le groupe de jeunes de banlieue s'amusait à faire des croche-pattes aux gens, ils crachaient, sifflaient les filles et les insultaient quand elles ne se retournaient pas. C'est ça, la réalité derrière la drague gentille, dont parle Patrick Cohen, c'est du harcèlement ultra-agressif. Et quand on connaît le profil de ces individus, communément appelés racailles, on sait exactement que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, absolument partout où ils vont. Ils sont là à traîner autour de leurs futures victimes, multipliant les provocations, dans le seul espoir de trouver un prétexte pour les agresser. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que ça dégénère, pour pouvoir libérer leur déchaînement de violence. Mais tout ça, Patrick Cohen n'en parle pas, le climat délétère dont parlent les témoins, on s'en fout, et si les mecs viennent avec des couteaux, c'est sûrement pour découper des oignons et préparer une blanquette de veau. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Désolé de couper aussi souvent, mais Patrick Cohen atteint ici un tel degré de mensonge dans ce qu'il dit, et surtout dans ce qu'il ne dit pas, qu'on est obligé de s'arrêter pour replacer les pièces du puzzle qu'il a volontairement exclues pour que personne ne comprenne le tableau global. Déjà il appelle les agresseurs au couteau les offensés, niant ainsi tout ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux les offensés mais au contraire, à travers leurs paroles et leurs gestes hostiles, ce sont les offenseurs, et ça depuis leur arrivée plusieurs heures avant ce prétexte ridicule de moquerie de coupe de cheveux. Ensuite, si l'on écoute le récit de Patrick Cohen, qui emploie le terme bagarre alors qu'on parle de gens qui sortent des lames de 25 cm face à des gens désarmés, on croirait que tout se résume à une altercation entre deux personnes à l'intérieur de la salle des fêtes, et que Thomas en est la seule victime, presque par accident, ce qui est parfaitement faux encore une fois. D'abord, en plus de Thomas, cette attaque ultra-violente, dont la nature et le bilan interdit à tout homme doté d'une conscience morale de qualifier de bagarre a fait, je le rappelle, 19 blessés dont 2 graves. Ensuite, certains de ces individus étaient à l'extérieur de la salle, et ont commencé à agresser les vigiles, dont l'un d'eux a eu les doigts tranchés. De même, les témoins affirment que les agresseurs ont appelé leurs potes sur leur téléphone pour venir à Crépol, et une voiture remplie d'individus hostiles a débarqué, ce qui ressemble clairement à une forme d'expédition punitive, et que Patrick Cohen ne mentionne absolument pas. Par ailleurs, des parents expliquent qu'ils ont été menacés en venant récupérer leurs enfants devant la salle. Les racailles n'ont pas seulement donné des coups de couteau à tout le monde, ils auraient aussi sorti une arme à feu et même tiré en l'air. Dans le reportage de Vincent Lapierre, un homme explique également que sa femme qui était allée chercher leur fille à la soirée s'est pris un coup de poing en plein visage de la part des jeunes assaillants,
qui lui aurait dit « prends ça dans ta gueule ». Oui, ma fille était dans la soirée avec sa copine et ma femme, du coup, a été la récupérer. Je m'étais endormi à la maison comme un imbécile. Et du coup, ma femme, en les croisant, en arrivant au bal, ils l'ont croisée. Elle a pris un coup de poing dans la figure et ils lui ont dit « prends ça dans ta gueule ». Rien de tout ça n'est dit par Patrick Cohen, même avec des pincettes, même en précisant qu'il s'agit de témoignages à corroborer. Non, il n'en parle tout simplement pas. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs. Le plus âgé a 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. C'est faux. Patrick Cohen livre une version volontairement lacunaire et partiale des faits. Comme je viens de le montrer, il a le droit de considérer que tous les témoins du village sont des racistes menteurs et que tout ceci est un complot d'extrême droite, mais il n'a aucune raison de penser que les suspects disent la vérité, et pourtant il reprend leur version, et uniquement leur version. Ce n'est pas de l'objectivité, c'est un parti pris, ce n'est pas du factuel, c'est du récit, de la narration, de la part d'un militant déguisé en journaliste, qui préfère croire des jeunes de cité au casier judiciaire bien rempli qui se sont ramenés à une soirée avec des couteaux et qui ont fait un mort plutôt que des jeunes sans armes, inconnus des services de police, qui ne faisaient que faire la fête et qui n'ont, eux, tué personne ce soir-là. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin, sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. Là, c'est du classique de chez classique. Patrick Cohen met l'accent sur les réactions politiques, qu'il appelle récupération, et passe rapidement sur les faits, c'est-à-dire sur le fait que les prénoms des suspects et même leurs noms de famille sont intégralement, je dis bien intégralement d'origine nord-africaine, comme si c'était un détail. Comme si ce simple constat ne faisait pas de cet événement, déjà, un fait politique, comme si l'origine des types qui viennent armés de couteaux de boucher à une soirée de village, donc une soirée de blancs, ne disait rien de leur motivation, comme si la haine raciale n'était pas de leur côté, et non d'une autre, comme l'affirme Patrick Cohen, comme si ce meurtre qui a failli être un triple meurtre était un cas isolé, fortuit, contingent, un fait divers, la faute à pas de chance, comme si cet événement n'était pas entouré de dizaines, de centaines d'événements du même type, dans lesquels des Français de souche européenne sont tabassés, poignardés, assassinés très régulièrement par des étrangers ou des Français de souche africaine, à la suite d'une cigarette refusée, d'un regard de travers ou tout autre prétexte aussi foireux que celui invoqué par les suspects de Crépol, comme si cela ne disait rien d'un phénomène de bien plus grande ampleur, qui met en scène toujours les mêmes prénoms, que ce soit du côté des bourreaux comme du côté des victimes, comme si la récurrence dans les profils des protagonistes, les similitudes dans le mode opératoire, et la fréquence de ces agressions, qu'on nomme à tort de la violence gratuite, alors qu'elle est parfaitement ciblée, comme si tout cela ne disait pas quelque chose de notre société, comme si ces faits n'étaient pas éminemment et foncièrement politiques, plus que n'importe quel débat de merde sur le régime des retraites. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé. Patrick Cohen parle d'excès de langage au sujet des seuls politiciens qui osent appeler un chat, mais il ne parle pas de sa technique à lui, utilisée par 95% des journalistes, c'est-à-dire la technique inverse, qui relève de l'extrême tempérance de langage, et qui consiste à édulcorer la brutalité des faits en choisissant soigneusement des termes génériques, vagues, surannés, qui veulent à la fois tout dire et rien dire, afin de minimiser à outrance, de ne surtout pas rendre compte de la gravité de ce qui s'est produit, une approche médiatique que j'ai déjà analysée dans une vidéo appelée Incivilité et euphémisation de la France, et que je vous conseille vivement. Mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive. C'est faux et c'est contredit par les éléments d'enquête que Patrick Cohen décide en son âme et conscience de ne pas mentionner, comme je l'ai démontré juste avant. Même si des insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins
lors de la bagarre contre les Blancs du village, cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. Alors là, évidemment, il faut qu'on s'attarde sur ce passage incroyable, dans lequel Patrick Cohen prend un point de vue légaliste extrême, c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que le point de vue de la justice à un instant T, et exclusivement celui-ci, en précisant pourtant que de nombreux témoins ont fait état du propos des agresseurs, qui démontrent une motivation raciste, comme si leur témoignage, leur version, n'avait strictement aucune espèce d'importance, contrairement à celle des suspects sur laquelle s'appuie toute la chronique de Patrick Cohen, je le rappelle. En gros, seule la parole des magistrats et celle des racailles peut entrer en ligne de compte, celle des amis de Thomas, celle des victimes blanches de cette attaque manifestement raciste, elle n'a aucune espèce d'importance pour Patrick Cohen, qui a du mal à cacher sa satisfaction après cette décision de justice, ce qui montre encore une fois que son discours n'a rien d'un rappel objectif des faits, mais que c'est une plaidoirie en faveur des auteurs présumés de cette horreur. Par ailleurs, au sujet du racisme anti-blanc, anti-français, et de sa prise en compte par la justice française, je ne peux pas ne pas parler de ce viol en réunion avec torture subi par une jeune femme à Évry, Cour-Couronne en 2014, par 3 hommes dont l'un de nationalité turque, qui avaient demandé à la victime ses origines avant de la violer puis la torturer. Ils ont expliqué qu'ils ne l'auraient pas touchée si elle n'avait pas été française, et ont affirmé que les Français étaient tous des fils de pute et qu'ils n'aimaient pas les Françaises. Eh bien sachez que dans cette affaire, le motif raciste n'a pas non plus été retenu par les juges. Dans d'autres affaires moins ignobles que celle-ci, la justice de notre pays avait déjà relaxé des individus ayant tenu des propos contre les Blancs, car elle rejette le concept de Français de souche. Voilà pour le contexte judiciaire. En France, les Blancs sont les seuls à subir des attaques racistes en toute impunité, puisque reconnaître les Français blancs comme un groupe ethnique à part entière, ce serait déjà du racisme, dans le cerveau malade des juges rouges aussi orientés et militants que Patrick Cohen. Vous n'accordez aucune importance au témoignage des Blancs martyrisés, Patrick Cohen? Eh bien sachez qu'on n'accorde aucune importance à ceux qui au ministère de la Justice, par leur négationnisme, cautionnent le massacre des Blancs sur leur propre sol. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore les faits. Là, on remarque que les barres de fer sont bien mises en avant par Patrick Cohen, pour en déduire directement les intentions des manifestants, alors que tout à l'heure, il parlait des individus venus avec des couteaux de boucher en soirée comme de jeunes, qui voulaient simplement s'amuser et draguer des filles. On pourrait aussi rétorquer à Monsieur Cohen que manifester dans une cité musulmane avec des slogans anti-immigration et anti-islam, c'est prendre un risque qui pourrait justifier le port de barres de fer pour pouvoir se défendre en cas d'agression, agression qui s'est d'ailleurs produite puisque l'un de ces manifestants a été extrait de sa voiture puis tabassé, déshabillé et exhibé comme un trophée. Mais les méchants jeunes d'extrême droite n'ont pas le droit au bénéfice du doute. Eux, s'ils ont des bâtons, c'est forcément pour attaquer, alors qu'ils n'ont pas fait un seul blessé, et s'ils ont les coordonnées des suspects du meurtre de Thomas dans leur téléphone, ce n'est pas pour mettre un coup de pression sous leur fenêtre, non, c'est directement pour châtier tous les Arabes. L'idée n'est pas de dire qu'ils avaient raison de se promener armés, mais plutôt de mettre en avant l'énorme différence de traitement par Patrick Cohen, qui les dépeint comme des fous furieux racistes, alors qu'on parle surtout de jeunes militants en colère après une attaque de racailles sordides, tout en décrivant cette racaille qui a tué à Crépol comme des petits anges, alors même qu'ils sont littéralement venus avec des couteaux pour, selon leurs propres mots, planter des Blancs. Exemple parfait de double standard, qui illustre bien le caractère profondément malhonnête de cet homme, qui ose se dire journaliste. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. C'est qui, l'immense majorité dont vous parlez? Patrick Cohen? Vous avez des chiffres? Parce que les journalistes qui se sont rendus sur place, dans la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère, contrairement à vous, ont recueilli des témoignages qui montrent que les habitants soutiennent et approuvent largement l'attaque que leurs cousins ont menée à Crépol.
Et quand bien même ce serait vrai, une majorité de Français issus de l'immigration maghrébine serait donc contre le fait d'assassiner des Blancs. On devrait faire quoi? Applaudir? On doit dire merci de ne pas vouloir nous crever? Mais c'est la moindre des choses, bordel. Et de toute manière, l'histoire n'est pas faite par les majorités silencieuses et passives, elle est faite par les minorités agissantes. S'il n'y avait par exemple que 20% des Français d'origine africaine qui prenaient les armes contre nous, ça ferait une sacrée armée et un gigantesque massacre, mais il ne faudrait pas en parler car ce n'est pas 100% d'entre eux qui nous attaquent. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? La vérité est évidemment bien plus grave que ce que ce falsificateur de l'information tente de nous faire croire. On a vu les photos de la soirée de Crépol, on a vu les photos des suspects interpellés, on a tous eu affaire à des types comme ça, on les subit depuis des dizaines d'années, ils sont des millions à squatter nos halls d'immeubles et nos rubriques faits divers, à nous insulter, nous voler, nous agresser quotidiennement, et même ceux qui n'agissent pas les soutiennent, plus ou moins activement, en les cachant chez eux quand ils reviennent d'un de leurs méfaits, pour leur permettre de fuir au bled plus facilement, en attaquant les flics quand ils veulent les arrêter. C'est un écosystème entier, ces gens se transmettent la haine des Français de génération en génération depuis la guerre d'Algérie. Depuis toujours, tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. La haine de la France et des Français. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Ceux qui sortent les couteaux ne sont que le bras armé de cette enclave étrangère et raciste, la partie émergée de l'iceberg, et la mission des gens comme Patrick Cohen est de tout faire pour que les Français n'en prennent jamais conscience. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans. Argument fallacieux, encore une fois, car même si le taux d'homicide aujourd'hui est en effet légèrement inférieur à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans, les tentatives d'homicide ont quant à elles explosé, et c'est bien cette violence dont on parle lorsque l'on parle d'ensauvagement. Les gens subissent de plus en plus d'agressions physiques, ils ont simplement la chance de s'en sortir vivant un peu plus souvent qu'auparavant grâce au progrès de la médecine. Patrick Cohen sait tout ça, mais il ne le précise pas, car cela contredirait son narratif mensonger. Et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Quel culot de parler de nuances quand on vient de dérouler un discours caricatural blindé de sophismes qui relève plus de la propagande que du travail journalistique. Mais ce qui me choque le plus dans ce dernier passage, c'est le petit rire de Patrick Cohen. Quand il parle de balles tragiques, un adolescent innocent vient de se faire assassiner de coups de couteau à la gorge et au cœur, et lui ça le fait marrer, il est de bonne humeur, il pouffe. Rappelez-vous le ton solennel et le visage grave qu'il utilisait pour parler de Naël, délinquant multirécidiviste, quelques instants plus tôt. Et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin, sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient. Et comparer ça avec les rigolards qu'il prend en parlant de la mort de Thomas. Les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux. Personnellement, je pense que ça veut tout dire. La démarche de Patrick Cohen est absolument dégoûtante en plus d'être partisane. Son seul but est de faire porter la responsabilité de ce drame aux rugbymen et de réhabiliter la racaille, d'inverser les rôles entre les coupables et les innocents, ce qui me rappelle d'ailleurs un célèbre sketch de Pierre Desproges. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Je n'ose imaginer les parents de Thomas en train d'écouter, c'est comme si leur enfant était poignardé à mort une deuxième fois, le tout sur le service public et donc financé par nos impôts. Non seulement on doit subir l'insécurité dans notre pays, mais en plus on doit payer pour qu'on nous crache littéralement au visage, en nous expliquant que c'est notre faute si on se fait assassiner. Il y a quelque chose d'infernal dans la France de 2023. Le pire étant que la plupart du temps, les racailles nous agressent sans nécessairement formuler de motivation raciste, et c'est ce qui permet aux journalistes de passer sous silence le caractère racial pourtant évident de ce type de crime, car quand on se rend dans une salle des fêtes de village avec des couteaux, évidemment qu'on va chercher des blancs, évidemment que c'est ciblé, mais en plus là ils l'ont dit, ils l'ont verbalisé, et malgré ça Patrick Cohen et ses amis arrivent à nier le motif raciste, le sourire en coin, alors même que la famille y réclame que ce soit pris en considération. C'est juste abominable quand on y pense.
Pour terminer avec Patrick Cohen, je me demande ce qu'il aurait dit si c'était une synagogue qui avait été visée, si c'était des juifs qui s'étaient fait attaquer au couteau et tués par des arabes musulmans. Aurait-il dit que les meurtriers présumés étaient juste venus s'amuser et draguer des filles? D'ailleurs le 7 octobre dernier, peut-être que le Hamas voulait juste passer un bon moment et que les choses ont dégénéré à la suite d'une bagarre, non? On se souvient notamment de la tribune assassine de Patrick Cohen envers une émission de Ruquier en 2014. Cohen n'avait pas du tout digéré une blague faisant référence à Mohamed Merah. Un peu d'humour ce matin, on en a besoin, on en redemande. Sans doute l'effet Ruquier, maintenant que Laurent Ruquier illumine les fins d'après-midi de France 2. Oubliez les travaux d'amateurs de Sophie Aram, en plus, elle venait de France Inter, alors vous pensez. Place aux professionnels de la poilade, Ruquier donc. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup chez Ruquier, on rit grassement, mais on y rigole très fort, ce qui fait que le gras se voit un peu moins. Et on y rit de tout, c'est ça qui est bien, tout fait ventre. D'ailleurs, le nec plus ultra pour un comique, c'est d'arriver à mélanger dans un même sketch plusieurs sujets d'actualité. Julie Gaillet, François Hollande, l'avortement, Dieudonné, François Hollande, Julie Gaillet, Mohamed Merah. Non, ils ont fait la blague sur un tueur d'enfants? Oui, ils l'ont fait. Didier Porte lui avait reproché son indignation sélective et de refuser l'humour noir au sujet de ce tueur d'enfants uniquement parce que ses victimes étaient juives. Bah oui, ils l'ont fait, mon cher Patrick. Je vous accorde que ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Mais surtout, je vous rappelle qu'ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait. De l'humour noir sur un tueur d'enfants, avec Marc Dutroux, on s'en est fadé. Ce qui n'a que rarement suscité des billets vengeurs de votre part ou de celle de vos confrères. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer à ce point votre réprobation que l'on sait volontiers péremptoire? Dites-moi si je me trompe, mon cher Patrick, mais est-ce que vous n'auriez pas omis, sciemment ou inconsciemment, de prononcer un mot dans votre phrase de chute? Non, ils ont fait une blague sur un tueur d'enfants? Oui, ils l'ont fait. Est-ce que ce n'était pas plutôt non, ils ont fait une blague sur un tueur d'enfants juif? Oui, ils l'ont fait. Que vous vouliez dire? Non, parce que là, pour le coup, l'intensité de votre riposte deviendrait beaucoup plus compréhensible. Après tout, il y a encore quelques jours, Dieudonné se proposait publiquement de vous envoyer dans une chambre à gaz. Je conçois que ça ait pu vous rendre un peu à cran, voire légèrement taqué. Le problème, c'est que si vous aviez pris la peine de préciser que c'était les blagues sur les enfants, les tueurs d'enfants juifs qui vous révulsaient, on aurait pu croire que les blagues sur les tueurs d'enfants non juifs vous faisaient marrer. Et là, vos auditeurs se seraient demandé, mais alors, ce qui fait marrer Patrick Cohen, c'est le fait que ce soit des enfants qui se font tuer, ou seulement le fait que ce soit des goïs? Question pour le moins dérangeante, nous en conviendrons tous. Je précise que la blague en question ne se moquait pas des pauvres gamins assassinés dans l'école aux Arrêtera, c'était juste une comparaison douteuse entre François Hollande et le terroriste de Toulouse, mais cela a suffi à faire péter un câble à Patrick Cohen, qui ne se gêne pourtant pas pour rigoler tranquillement sur le meurtre de Thomas, dans un contexte où il n'y a même pas de vanne. Non, c'est juste que la mort d'adolescents français, ça le fait marrer apparemment. Quoi qu'il en soit, j'ai remonté cette séquence de Patrick Cohen à ma façon, pour vous montrer à quoi devrait ressembler un véritable journalisme de service public en France. Voici le résultat. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour casser du blanc. Les jeunes du quartier de la Monnaie sortent des couteaux. Un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas, il jouait au rugby. C'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects. 9 personnes, dont 3 mineurs. Le plus âgé a 22 ans. 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature. Le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, avec des milices armées qui opèrent des razzias et qui commettent des francocides. Que vous appelez la mécanique de la haine. D'abord, la mort de Thomas ne résulte pas de militants d'ultra-droite ou d'une altercation, bagarre. Les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les blancs du village. Les jeunes du quartier de la Monnaie n'étaient pas des Gaulois, comme on l'a entendu dans un commentaire, ils étaient d'origine différente. Les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, les Français.
Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Nous sommes au bord de la guerre civile. Une France se dresse contre une autre. La chasse aux Gaulois est lancée. La France d'aujourd'hui compte moins de Blancs qu'il y a 20 ou 30 ans. Moins de Gaulois que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration. Les faits, encore des faits. Pas mal, non? Malheureusement, on en est encore très loin. Car le service public, ce n'est pas seulement Patrick Cohen et son dégueulis négationniste anti-blanc sur France 5, c'est également Isabelle Vert-Amasson sur Arte. Regardez ça, je vous préviens, il faut s'accrocher. Ah non, c'est pas nouveau du tout. Moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats, et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les couteaux, hein, ce qui est maintenant, mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est Moyen-Âge. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu, les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous l'avez pas dit, mais ça semble très important. Il a 16 ans. Et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal dans un contexte politique. Alexandre Devecot, cette remise en perspective historique. Qu'est-ce que ça un peu sacrilège avec le côté romanesque. Oui, la romantisation de la violence, je ne suis pas sûr que dans ce contexte-là, elle soit très, très opportune. Là, on atteint un autre niveau de dinguerie. On fait même plus semblant d'en avoir quelque chose à carrer des faits, de la vérité. On esthétise carrément la violence subie par les Français. On la compare à de la grande littérature. Pire, à une histoire d'amour, on n'a même plus les mots face à ça, on vit dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Regardez bien, même le voisin de cette femme a un mouvement de sourcil qui veut tout dire, il doit se demander qui est cette folle assise à côté de lui. Il faut vraiment en tenir une sacrée couche pour comparer l'amour impossible d'un jeune homme et d'une jeune femme appartenant à des familles ennemies, avec une bande de maghrébins racistes qui viennent harceler des blanches et poignarder des blancs à mort. Cette tarée romantise un attentat sordide alors que Thomas est à peine enterré, en mettant tout le monde sur un pied d'égalité, avec des phrases comme on tire l'épée, comme si les deux camps avaient sorti des armes, alors qu'on est en train de parler d'un massacre de gens innocents et désarmés. Ce qu'elle fait, dans un autre style que celui de Patrick Cohen, rejoint pourtant le même objectif, elle parle de faits divers banals, elle nous retire le droit d'analyser spécifiquement les phénomènes contemporains, en affirmant que cela a toujours existé, c'est la fatalité, vous comprenez, la barbarie de la nature humaine, de manière indifférenciée, ça existe depuis toujours et ça existera toujours, arrêtez d'en faire toute une histoire, bande de fachos. Ces gens ne veulent pas relater les faits, ils veulent les relativiser, les invisibiliser, mais si c'était une bande de Thomas, de Hugo et de Baptiste qui étaient venus poignarder des Karim, des Yassine et des Mohamed, les mêmes qui jouent la distanciation des abusés et le ricanement cynique, ici auraient littéralement fondu en larmes et en cris du cœur sur les plateaux télé, hystériques, en train de sonner le tocsin contre le fascisme néo-nazi de la bête immonde, qui renaît de ses cendres. Cette femme est historienne, sociologue et directrice de recherche au CNRS, elle a grandi à Puteaux dans les années 60, c'est-à-dire dans un environnement riche et certainement très privilégié, ce qui explique sa posture de dandy, qui regarde le monde brûler en sirotant son armagnac et en tirant sur son fume-cigarette, parce que pour elle tout ça c'est une fiction, c'est effectivement un bouquin de Shakespeare, pour elle une bande d'Arabes ça n'a aucune réalité, c'est un concept sur lequel elle pose ce qui lui chante, elle n'a jamais été confrontée à eux, à leur hostilité, elle n'a jamais été obligée de prendre un bus de nuit, elle n'a jamais été la seule personne blanche dans un RER à 1h du matin, ce qui s'est passé à Crépol à ses yeux c'est une pièce de théâtre, elle se croit littéralement à l'opéra, à regarder le spectacle depuis son balcon, sauf qu'elle devrait prendre conscience que tout ceci est bien réel, tangible, qu'elle peut aussi être atteinte par les lames et les balles, et que la dernière fois qu'une bande de musulmans est montée sur scène, c'était au Bataclan, et c'était pour rafaler la foule à la Kalachnikov. Mon Dieu que je hais cette bourgeoisie blanche de gauche, la pire de toutes, pour qui notre martyr de prolétaire ou de paysan est un putain de divertissement, un sujet de fantaisie, elle parle de ça comme elle pourrait parler d'autre chose, c'est juste du bavardage, on discute du Crépol, on sort sa petite dinguerie pour amuser la galerie,
Son petit pet foireux qu'on prend pour un trait d'esprit, sa diarrhée verbale qu'on prend pour une fulgurance, puis on passe au sujet suivant. Rien n'a de prise sur ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre. D'ailleurs, ils n'en ont rien à foutre de Naël non plus, ne vous y trompez pas, mais ils feindront l'indignation dans ce cas précis, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire pour se faire bien voir dans les salons parisiens, pour conserver sa place confortable dans cet entre-soi gerbant, alors que la vie des Blancs, elle, ne vaut rien, n'est-ce pas Isabelle? Sauf que pendant ce temps-là nos enfants crèvent pour de vrai, espèce de vieille cinglée nauséabonde. Honnêtement, j'ai rarement vu un spectacle médiatique aussi abject de toute ma vie. Ces gens jouissent de notre malheur sans avoir la plus élémentaire décence de se cacher, de dire ce genre d'horreur en privé. Ils sniffent des rats et de vivre ensemble sur les cadavres de nos gosses encore chauds, en nous faisant des doigts d'honneur, et ils en sont fiers ces psychopathes, et le tout avec notre putain d'argent. Vous en voulez encore? De l'historien sociologue ravagé? Regardez Pierre Rosanvallon chez Quotidien, qui affirme tranquillement qu'il n'en a rien à foutre du meurtre de Thomas, ainsi que des 18 autres blessés au passage, mais que la seule chose qui le choque c'est la fameuse récupération politique. Alors le meurtre du jeune Thomas à Crépol le 18 novembre dernier a créé une onde de choc dans la société française. Est-ce que vous avez été surpris par son ampleur ? Oui, j'ai été surpris par son ampleur, mais ce qui m'a choqué, c'est la récupération politique. Cette formule qui n'a absolument plus aucun sens, et qu'ils ressortent à toutes les sauces et à l'unisson dès qu'un événement de réalité contredit leur récit gauchiste du monde, c'est-à-dire extrêmement souvent. Ce vieux boomer arrive même à comparer ce qui s'est passé à Crépol avec un règlement de compte entre bandes de rappeurs. Écoutez, ça c'est un délire. Des meurtres de ce type-là, des équipés sauvages de cette nature-là, eh bien, on en voit très, très régulièrement. Moi, j'habite dans le 10e arrondissement et l'an dernier, il y a eu une équipée sauvage. Et il y a actuellement un jeune rappeur qui s'appelle MDM qui est en prison avec une bande qui a assassiné un membre d'une autre bande. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'à la différence des conflits entre racailles de cité, dans lesquels les deux camps font démonstration de violence, ici c'est une bande armée qui a attaqué des gens désarmés en train de faire la fête. Quel putain de rapport sérieux. En plus il parle du rappeur MDM alors que son nom c'est MHD. Le vieux connaît aussi mal le rap français que la société française. Ce type est une publicité vivante pour l'euthanasie. Et Clément Viktorovitch, on en parle de Clément Viktorovitch? Certainement le pire d'entre tous, parce qu'il prétend être la voix de la raison au milieu du brouhaha des passions et des sophismes, parce qu'il connaît 4 figures de style et qu'il a lu 3 bouquins, il s'arroge le droit de donner des leçons à la terre entière, avec ce ton et cet air professoral insupportable d'autosatisfaction, est tellement caractéristique de ce gauchisme vomitif qui a tort surtout depuis 40 ans mais qui continue d'ouvrir sa grande gueule aux frais du contribuable, avec sa face de rat de bibliothèque, qui essaie d'être pote avec les racailles de son collège pour pas se faire taper à la sortie des cours, méprisable en tout point, pur produit de Sciences Po, petit soldat vaniteux de la grosse machine à mensonges, rouage parmi d'autres du révisionnisme d'État et du damage control, qui se fait passer pour du fact-checking, mais qui n'est rien de plus que du cherry-picking, dont les pseudo-analyses ne sont que des discours grossièrement militants, d'une mauvaise foi abyssale, volontairement lacunaires, quasiment identiques les unes aux autres, et qui tapent systématiquement sur les mêmes, qui tirent toujours dans le même sens. C'est ça l'objectivité façon Radio France, mesdames, messieurs, la zététique à visage humain. Dans sa chronique sur Crépol que je ne reprendrai pas seconde par seconde comme pour Patrick Cohen, parce que là je sature, Viktorovitch a 2 arguments principaux. Le premier c'est que Marine Le Pen fait de la récupération politique en parlant de razzia aujourd'hui car elle en parlait déjà en 2012. On peut se pencher plus spécifiquement sur la réaction de Marine Le Pen. Quelques heures à peine après le drame, elle déclarait à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, je la cite, « On assiste à une attaque organisée, émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias. » Fin de citation. Qu'en savait-elle? Rien. Mais elle n'en avait pas besoin. Écoutez la même Marine Le Pen. Il y a 11 ans, c'était durant la présidentielle de 2012 en meeting à Châteauroux, vous allez voir, c'est éloquent. De nos villes et de nos banlieues, la violence se déverse maintenant sans résistance sur la France des champs et des clochers. Et rien n'est même tenté pour l'endiguer. La mort dans l'âme. On abandonne les festivités traditionnelles dans de plus en plus de villages de peur devant une bande faire une razzia. Vous l'entendez, c'est mot pour mot ce qu'elle dit aujourd'hui. Mais on pourrait dire qu'elle, peut-être tout ça lui donne raison, qu'elle était visionnaire sur cette question, Clément. Ah oui, on pourrait le dire si à l'époque elle s'était appuyée sur des études, des données, des statistiques, des faits ou à minima des faits divers. Mais non.
Absolument rien de tout cela. La tirade de Marine Le Pen sur les bandes, les razzias, les campagnes, tirade maintes fois répétée, n'était rien d'autre qu'un récit jamais étayé, seulement asséné pour susciter la peur. C'est cette narration qu'elle a déroulée à la mort de Thomas, avant même d'avoir la moindre information solide. Pour moi, c'est l'un des pires contre son camp que l'on puisse faire. Il dit littéralement que Marine Le Pen avait raison 10 ans avant tout le monde, mais que ça compte pas, car c'était pas assez documenté. Mais quel teubé, c'est incroyable. Son second argument, c'est précisément de dire que ce genre d'attaque raciste contre les Blancs n'existe pas réellement, car elles ne sont pas documentées dans la littérature scientifique et sociologique, ça alors comme c'est bien pratique. En réalité, les crimes, dont sont victimes les Blancs par des extra-européens, sont largement documentés, sans même parler du livre Le racisme anti-blanc d'Hervé Ryssen, ou du travail d'Alain Finkielkraut dès 2005, suite à des manifs dans lesquels des lycéens blancs avaient été lynchés. Alain Finkielkraut, le philosophe. Il est signataire de cette pétition dénonçant un racisme anti-blanc. Il a expliqué pourquoi il avait adhéré à cette pétition. Notre devoir aujourd'hui, c'est de reconstruire une solidarité antiraciste avec la prise de conscience que le racisme peut venir de partout. Le racisme n'est pas le monopole des Blancs. Il y a des Blancs racistes, il y a aussi des Noirs racistes, et les Blancs peuvent être même la cible du racisme. Ça s'est vu lors de la manifestation des lycéens, où des casseurs ont choisi leurs victimes pour les dépouiller sans doute de leur portable, mais parce que ils avaient la peau blanche. Patrick Caram ne nie pas que des comportements racistes aient pu avoir lieu lors de ces manifestations. Il y avait un petit groupuscule, un petit noyau de racistes qui ont agressé des gens parce qu'ils étaient blancs. Les autres raisons, ça m'est égal. Ils s'en sont pris à des blancs parce qu'ils étaient blancs. Et nous avions à l'intérieur effectivement des Antillais qui l'ont dit et qui ont pris des coups parce qu'ils ont essayé de s'opposer à certaines agressions. Derrière ces visages en sang et ces insultes, n'y a-t-il que du vandalisme ordinaire ou bien du racisme? Après les échauffourées des dernières manifestations lycéennes, où plusieurs jeunes auraient été agressés et traités de sales français, une radio et une association juive ont diffusé un appel contre le racisme anti-blanc. Ces auteurs estiment n'avoir lancé qu'un cri d'alarme et se défendent de toute récupération ou arrière-pensée politique. Je ne cherche rien. Je cherche simplement à défendre un petit Sébastien comme depuis maintenant 40 ans. J'ai dû commencer probablement à militer dans l'antiracisme au collège. J'ai défendu des petits David, des petits Kader, des petits Boubacar. Pour moi, c'est la même chose. Plusieurs personnalités ont déjà signé cet appel, comme Bernard Kouchner, le cinéaste Elie Chouraki, le philosophe Alain Finkielkraut ou encore Jacques Julliard. Ce qu'on a voulu, c'est marquer le coup. Il fallait marquer le coup, car l'espèce de silence gêné, bien pensant, oh vous savez, il ne faut pas en parler parce que ce sont des jeunes de banlieue, ça c'est, comme on dit, contre-productif. Ça fait le contraire de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire lutter contre le racisme. D'ailleurs même Le Monde en avait parlé, il y a plus récemment le travail de Laurent Oberton, qui est équivoque sur le sujet, sans parler de F de Souche, dont la contribution est indiscutable, ainsi que French Lives Matter qui fait un boulot colossal. Des affaires comme Crépol, il y en a eu plusieurs, ne serait-ce que sur les derniers mois, mais évidemment tous ces défenseurs de la pensée officielle ne vous en parleront pas, pour une raison évidente. Contrairement à ce qu'ils prétendent, ces gens ne veulent pas vous renseigner, ils veulent vous éduquer, ils ne veulent pas vous informer, ils veulent vous endoctriner, c'est pour ça qu'ils vous parlent comme à des gamins de 6 ans, ils font semblant d'être dans une démarche inoffensive de pédagogie purement désintéressée, derrière leur petite voix chantante et leurs lunettes rondes, alors qu'ils sont bien entendu dans une lutte à mort, une lutte d'influence pour la prédominance de leurs idées dans laquelle tous les coups sont permis. Bien sûr que les documents sont là quand on veut bien les voir, quand on s'y intéresse un tant soit peu, mais ce n'est évidemment pas le cas de Viktorovitch, pour qui tout ce qui se fait en dehors des sciences sociales, du milieu universitaire et autres sujets d'études de chercheurs du CNRS, bref tout ce qui n'est pas homologué, validé, tamponné par l'idéologie gauchiste, ne mérite aucune considération, comme si c'était à une secte de communistes de définir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Cet argument qui consiste à dire qu'un phénomène ne peut être considéré comme factuel qu'une fois qu'il a fait l'objet d'un livre de sociaux est complètement absurde puisqu'il empêche, par définition, de considérer des phénomènes entièrement nouveaux. Comme si le réel devait d'abord être analysé et formulé avant de correspondre à une réalité, alors que c'est évidemment l'inverse qui est vrai,
De nombreux phénomènes existent pendant un moment sans être pensés. La lumière existait avant que l'on découvre les photons, comme la lune des classes existait avant que Karl Marx ne la théorise. Mais cet argument à la con est surtout bien pratique, c'est une technique imparable. À chaque crime atroce subi par des Européens et commis par des non-Européens, Viktorovitch et ses semblables rejettent la dimension raciale de l'événement, même lorsque tous les éléments montrent qu'elle existe, ils refusent de produire cette analyse, de la faire apparaître quelque part, de telle sorte qu'à la prochaine occurrence, ils pourront dire qu'il s'agit d'un énième fait divers isolé, pas d'un phénomène de société, puisqu'aucun des cas précédents n'a été documenté, alors que ce sont eux qui ont le monopole sur cette documentation. Ils font mine de constater l'absence d'historique et d'archives officielles sur le sujet, alors que ce sont eux qui organisent cette absence, en excluant systématiquement toute thèse qui ne va pas dans leur sens. Ils se réfèrent aux sciences humaines pour dire que le racisme anti-blanc n'y figure pas, justement parce qu'ils ont une mainmise absolue dans ce domaine et qu'ils étouffent sciemment toute proposition différente, toute voix dissidente, en l'assimilant à du fascisme réactionnaire. De cette manière, ils pissent autour des sciences sociales comme pour protéger un territoire qui leur appartient, et ils dessinent dans le même jet d'urine les frontières de ce qu'on a le droit de dire ou non, et c'est ainsi que les Français de souche peuvent se faire massacrer les uns après les autres, dans un gigantesque impensé volontaire, de la part de gauchistes pour lesquels la vérité n'a aucune espèce d'importance, et pour qui la seule chose qui compte, c'est leur domination idéologique, et l'élimination de tout ce qui pourrait la mettre en danger, à grands coups d'anathème, de censure, de procès d'intention, de procès tout court, de diversion, d'intimidation et de terrorisme intellectuel permanent. À l'heure où j'écris la conclusion de cette vidéo, l'ignominie continue de plus belle, puisque l'on commence à entendre que ce sont les amis racistes de Thomas qui ont provoqué les gentils maghrébins armés de couteaux et sont les véritables responsables de l'envenimement de cette soirée et de la tragédie qui s'en est suivie. Je sais même plus quoi dire, ma colère est devenue trop froide et sourde, alors pour terminer, je préfère laisser la parole à Pascal Praud, qui résume tout à propos de ce système qui s'est fait l'ennemi mortel, littéralement mortel, de tous les vrais Français. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Des racailles munis de couteaux ont débarqué à Crépol, ils ont provoqué la mort de Thomas le 18 novembre dernier. Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Ce récit sera battu en brèche par le système. On expliquera que les jeunes rugbyman qui faisaient la fête ne sont peut-être pas exclus de toute responsabilité dans ce drame. Qu'ils ont peut-être insulté ces troubles fêtes, comme les appelait l'AFP dans les premières dépêches, lors d'une rixe, comme l'écrivaient nos confrères. La machine à broyer la réalité est en marche. Il faut être prudent, diront les commentateurs. On ne sait pas tout, diront les autres. On cherchera le moindre fait, la moindre parole, le plus petit détail qui puisse disculper le ou les tueurs de Thomas. Je connais le système, je connais ses relais, je connais ses partis pris, je connais ses biais idéologiques, je connais la puissance du rouleau compresseur du système. J'ai lu Le Parisien ce matin, j'ai écouté France Info, j'ai entendu hier soir une chaîne info, c'est parti. La réécriture est en marche. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, le système va vous expliquer.